Merci beaucoup Rémi André. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. On va revenir sur cette loi sur l'économie circulaire, adoptée en France en 2020, qui vise à réduire le gaspillage des ressources et à promouvoir une utilisation plus efficace des matériaux. On va en parler avec Christophe Debien, qui est avec nous, exécutif chairman au CCE, qui est l'organisation for Climate and Circular Economy. François de Rugy est avec nous aussi, senior advisor à Volta, vice-président groupe Vernier et ancien ministre de l'écologie et ancien président de l'Assemblée nationale. L'aménagement de la maison promeut la réparation, le réaménagement et le recyclage des meubles et des équipements domestiques. En favorisant la consommation responsable, elle contribue à créer des espaces de vie plus durables et écologiques. Nous serons en compagnie d'Emery Jacquilla, président de la CAMIF et cofondateur de la communauté des entreprises à mission. Et puis le domaine agricole favorise des pratiques durables, la réduction des déchets, l'optimisation des ressources pour préserver les sols entre autres, minimiser l'empreinte environnementale et renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux défis climatiques. Benoît Planck sera avec nous, Chief Compliance Office et Hello Nature et président honoraire de la FAIA, le représentant pour la France des fournisseurs de matières fertilisantes et intrants innovants des cultures végétales durables. Le secteur de l'immobilier encourage la conception de bâtiments durables et économes en énergie, l'utilisation de matériaux recyclés ou recyclables ainsi que la rénovation et la réutilisation des structures existantes pour des environnements bâtis plus écologiques. Adrien Serroune de Méus, Chief Sustainability Officer, je perds mon anglais, et référent ESG du groupe Aldéran, will be with us. On souhaite la bienvenue. C'est les vrais voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Debien, François de Rugy sont avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous pour parler bien entendu de cette économie circulaire. Et on le disait en préambule, la loi de 2020 de Brune Poirson. De quoi parle-t-on, monsieur le ministre ? On aurait pu dire la loi de Brune Poirson et de François de Rugy. Et de François de Rugy. Voilà, c'est ça, exactement. On l'avait conçu à deux, enfin oui, la loi. Vous voyez déjà, elle commence par une vacherie. Non, mais c'est tout à fait. Non, mais j'avais laissé Brune Poirson en première ligne sur ce sujet quand j'étais ministre. Elle était ma secrétaire d'État. Ça avait été un gros travail de préparation, de conviction aussi, parce que, évidemment, dès qu'on veut toucher à ces choses-là, il y a des réticences. Comme m'avait dit un haut fonctionnaire, attention à la guerre des poubelles, puisque derrière tout ça, c'est en fait le traitement des déchets, le recyclage, la valorisation. Et notre idée, et je constate aujourd'hui, 4 ans après, que c'est assez concret dans beaucoup de territoires et dans beaucoup d'entreprises, c'était de favoriser systématiquement la réutilisation, le réemploi, déjà des objets lorsque c'est possible, y compris peut-être, par exemple, la consigne des bouteilles ou des choses comme ça, mais aussi le recyclage des matières, de considérer que les déchets ne sont pas des choses dont on doit se débarrasser, qu'on doit éliminer en les enfouissant dans la terre ou en les brûlant dans des incinérateurs, mais des matières premières potentielles. Alors évidemment, il faut un peu de process industriel ou agricole, enfin il y a plein de secteurs, dans tous les secteurs en fait, on peut faire de l'économie circulaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui en font depuis longtemps sans appeler ça économie circulaire, et heureusement. Alors, plus schématiquement, Christophe Debien, qu'est-ce que l'économie circulaire et est-ce qu'il y a des matériaux qui sont réutilisables éternellement ? On m'a dit que c'était par exemple le cas de l'aluminium. Oui, bonjour. En fait, l'économie circulaire, pour moi, la définition que j'en donnerais, c'est d'abord de passer d'un modèle de réduction d'impact à un modèle de création de valeur. C'est vrai que François parlait de Brune Poirson, de la loi AGEC, donc qui a été promulguée en février 2020, sur laquelle moi aussi j'ai travaillé à l'époque aux côtés de Brune Poirson et bien entendu de François de Rugy. C'est vrai aussi que l'économie circulaire aujourd'hui commence à se faire connaître dans le grand public, ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'est-à-dire il y a 4 ans. On avait fait un sondage d'ailleurs autour de l'économie circulaire. Je vous donne cette anecdote parce qu'elle me semble importante. Ce sondage disait est-ce que vous savez ce que c'est que l'économie circulaire ? On a interrogé un certain nombre de personnes dans la rue. Et ces personnes-là ont répondu en majorité, c'est-à-dire à plus de 60%, économie circulaire, c'est blanchiment d'argent. Économie, argent, circulaire qui tourne, donc voilà, machine à laver. Enfin, voilà. Et en fait, l'entreprise, c'était pas un leader, c'était un dealer. Donc oui, voilà. Alors, quand on a entendu ça, on s'est dit, enfin, tous ceux qui étaient concernés par ce sujet-là se sont dit, il y a du boulot, il va falloir communiquer, il va falloir éduquer, parce que c'est aussi un modèle d'éducation
communication à mettre en place. Et c'est vrai que 4 ans plus tard, donc en 2024, on arrive à des solutions qui sont maintenant visibles, que les gens commencent à connaître. On parle, des bâtiments, on parle du textile, on parle de la finance verte, on parle de tout un tas d'activités. Et autour de nous, d'ailleurs, ce soir, on aura des intervenants qui vont, des acteurs majeurs de l'économie circulaire dans leur métier. Et c'est vrai que l'aluminium, comme vous le disiez, Philippe, l'aluminium est une matière qui aujourd'hui peut être retraitée. Et c'est vrai que, par contre, l'organisation des ramassages de petites bouteilles, alors je ne vais pas citer les marques, mais des petites canettes, des petites canettes de soda ou de bière, voilà. Pourquoi me regarder Arrêtez de me regarder comme ça. J'y suis pour rien, moi. C'est pas très bien organisé. On n'est pas encore au bout de l'affaire. Mais par contre, l'aluminium se recycle, effectivement. Alors on est sur une loi, François de Rugy, anti-gaspi en général. C'est important de le dire. On en est où, nous, Français, par rapport au reste du monde ou même au reste de l'Europe ? En tout cas, l'exemple de l'aluminium est très bon. Malheureusement, sur les canettes d'aluminium, ça nous concerne tout un chacun, il y en a à peu près que la moitié qui sont recyclées. C'est terrible. Et même, on peut dire sans doute un peu moins. Et donc, tout le reste est envoyé dans des usines d'incinération. Donc, brûler de l'aluminium, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça brûle pas, d'ailleurs. Mais pourquoi il y en a si peu Eh bien, parce qu'en fait, l'organisation de la collecte des déchets, là, on parle des déchets ménagers, donc qui nous concernent tout un chacun, ça commence par le tri, le geste de tri. Oui. Alors ça, il nous implique tous, les fameux sacs jaunes ou les fameux bacs jaunes. Normalement, il y en a maintenant dans toutes les communes de France. Ensuite, une fois que ce tri est fait, il faut qu'il y ait évidemment les systèmes de collecte qui orientent la matière vers les industriels. Mais si le tri est fait, une fois que le tri est fait, le reste est possible. Si en revanche le tri n'est pas fait, si on met une canette en aluminium dans une poubelle bleue, eh bien, il faut se dire qu'elle ne va pas être recyclée. Et c'est quand même dommage. Moi, j'avais visité, quand j'étais ministre, une usine qui est dans l'est de la France, en Alsace, 1500 salariés, qui existe depuis des dizaines d'années, dans l'aluminium, qui fait plein de choses, y compris de la tôle pour des voitures, des choses comme ça. Et le patron m'avait dit, monsieur le ministre, j'ai quelque chose à vous demander. Alors, je me suis dit, il va demander qu'on supprime les 35 heures ou qu'on baisse les taxes. Et il m'a dit, pas du tout, j'ai qu'une seule demande, faites en sorte qu'on recycle toutes les canettes d'aluminium parce que nous, on est obligé d'importer. Et il m'a montré, c'était de l'aluminium compressé venant de canettes ou d'autres choses, de Finlande, de Russie à l'époque, donc j'imagine que ça s'est terminé. Eh bien, pourquoi ? Parce que la France ne recyclait pas assez. Mais pourquoi elle ne recyclait pas assez ? Parce qu'elle ne triait pas assez. On pointe souvent, Christophe Debiens, les entreprises, mais le consommateur est un acteur majeur aussi. Et cette pédagogie qu'il faut faire, répéter depuis des années, alors elle est en marche, pour pas faire de mauvais jeu de mots avec vous, François de Rugy, mais ça commence à rentrer dans l'esprit français ? Oui, ça commence à rentrer dans l'esprit. D'ailleurs, on voit beaucoup de publicités aujourd'hui qui s'axent autour de l'économie circulaire, et notamment des marques, bien entendu. Comme je le disais tout à l'heure, textile, mobilité, les véhicules, etc. Mais c'est vrai que la communication est importante. C'est-à-dire que si on ne communique pas à ce sujet-là, les gens n'auront pas l'information, ou peu d'informations, et n'iront pas chercher. Et ils sont consommateurs. Ce sont des gens qui demandent ce qu'ils veulent. Ils ont des besoins, et on crée ces besoins-là pour eux. Donc voilà, c'est important. C'est très important. Et pour les gens qui nous écoutent, on parlait de l'aluminium, les bouteilles en plastique, les bouteilles d'eau minérale par exemple, on en fait par exemple des polaires. Vous avez des exemples d'économie circulaire comme ça à nous raconter ? Alors il se trouve, c'est le hasard, mais le hasard fait bien les choses. Ce matin même... Votre costume est en bouteille. Non, il est en costume pour polaire. Ce matin même, j'étais dans la Marne, donc dans l'Est, on va dire, dans la Champagne, et une entreprise qui vient de mettre au point un process de recyclage des plastiques, qui s'appelle Replace Plastics, on peut dire son nom. En fait, cette entreprise, elle a comme atout de pouvoir récolter des plastiques, même s'ils n'ont pas été parfaitement triés. Même des emballages où il y a plusieurs matières qui sont mélangées. Et elle va les broyer, et ensuite, elle va en refaire un nouveau plastique, elle va le mouler, et ça devient des poteaux, des piquets pour la vigne ou pour l'arboriculture, même ça peut être des poteaux de signalisation, et avec un plastique qui lui-même est recyclable, c'est-à-dire que
que s'il y a besoin, ces produits-là, alors qu'ils ont une longue durée de vie, de les recycler, avec un recyclage qu'on peut considérer quasiment à l'infini, alors qu'on est sur des plastiques et alors qu'on est potentiellement sur des plastiques qui soit n'ont pas été parfaitement triés, soit qui tout simplement ont des origines différentes. Donc ça, c'est un exemple concret. C'est y compris du mobilier de jardin qu'on pourra commencer à trouver dans des jardineries dans quelques mois. Voilà. Et des exemples comme ça, heureusement, il y en a beaucoup grâce à la créativité d'entrepreneurs, d'industriels qui mettent au point ces process grâce à l'application de la loi. On en parlera avec la Camif dans un instant. Juste avant de faire une petite pause, Christophe Debiens, est-ce qu'il y a un label qui s'appelle sur l'économie circulaire aujourd'hui? Il y a des labels qui se constituent, qui se créent, mais un label officiel, pour le moment, non. C'est un problème, non? Bon, j'ai peut-être posé une question qui fâche. Allez, on en parle en tout cas, dans un on a un instant. modèle d'économie circulaire. Il passe des vraies voies aux vraies voies responsables. À François de Rugy, c'est parfait en économie circulaire, non? C'est une boucle. En tout cas, une entreprise, ils connaissent bien l'économie circulaire, c'est la Camif. Le président sera avec nous, Emery Jacquilla, dans quelques instants. On fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Responsable. Les vraies voix responsables, vous avez loupé le hors antenne, mon Dieu. Parfois c'est mieux que ce soit en off. Christophe Debiens est avec nous, exécutif chairman de l'OCCE, et François de Rugy, que vous connaissez bien, un senior advisor à Volta, et vice-président groupe Vernier, et puis ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Et une belle entreprise. On va parler d'aménagement de la maison qui promeut la réparation, le réaménagement, le recyclage des meubles, et puis des équipements domestiques. Et Myri est avec nous, Jacquilla, président de la Camif et cofondateur de la communauté des entreprises à mission. Bonsoir, merci d'être avec nous, parce que bonsoir à tous. Cette entreprise, la Camif, est une entreprise à mission. Alors expliquons ce qu'est une entreprise à mission déjà. Une entreprise à mission, tout simplement, c'est une entreprise qui met au cœur de son modèle une mission avec un impact positif pour la société. Donc c'est une entreprise qui se rend utile par rapport aux défis sociaux, sociétaux, environnementaux. Et la mission de Camif, qu'on a inscrite dans nos statuts en 2017, c'est de promouvoir une consommation plus responsable et d'embarquer toute la transformation de la filière de l'équipement de la maison, parce que c'est notre métier, vers l'économie circulaire, justement. Comment la Camif arrive-t-elle à intégrer l'économie circulaire dans son modèle économique? Parce qu'il y a toujours un modèle économique pour une entreprise. Et d'ailleurs, c'est fondamental, parce qu'il n'y aurait pas d'économie circulaire sans modèle économique. Ça passe d'abord par des choix assez forts qu'on a fait il y a 15 ans, de miser sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable. Parce qu'il ne peut pas passer d'une économie linéaire mondialisée à une économie circulaire qui est nécessairement locale, sans miser justement sur un écosystème local. Donc l'enjeu clé, c'est d'arriver à embarquer toute la filière et de travailler avec des acteurs avec lesquels on ne travaillait pas forcément. Et donc là, la clé, c'est la coopération et c'est le temps long. Je donne un exemple. En 2017, on a lancé un camifathon parce qu'on avait mis dans nos statuts l'idée de faire de l'économie circulaire notre standard. Donc là, on a réuni pendant 3 jours des experts de l'économie circulaire, des designers, des fabricants et des consommateurs pour repenser les modèles Camif. Faire moins avec mieux, faire mieux avec moins, faire davantage avec, c'est mieux dans ce sens-là. Non, ça va mieux. Faire des produits avec davantage de composants issus du recyclage et sorti de ce processus de création et de collaboration, des produits qui sont très innovants. Par exemple, le matelas de Timothée, on a quand même mis 4 ans à mettre au point. Donc, quand je parle de temps long, c'est vraiment du temps long parce que ça vient bousculer les habitudes de fabrication. Le matelas de Timothée, c'est le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc c'est une première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie. Et pour le mettre au point, on a dû travailler avec un éco-organisme, Éco-Maison en l'occurrence, qui fait la collecte de vieux matelas, avec une entreprise à Flaviac en Ardèche qui fait le recyclage des vieux matelas et avec qui on a mis au point ce bloc de mousse fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, et avec un fabricant à Niort, parce que Camif c'est à Niort, qui assemble le matelas. Et le matelas de Timothée, il résume bien ce que c'est. Ça offre pour Camif une triple valeur. Une valeur économique, là on vient de traverser une crise assez forte avec une inflation très forte des matières premières. Donc ça nous a mis à l'abri de l'inflation sur la mousse qui est issue du pétrole. Nous, notre produit, il n'a pas bougé en termes de prix parce que le prix de revient de vieux matelas recyclés, c'est toujours le même. Donc ça crée une valeur économique pour l'entreprise, ça crée une valeur sociale. On a pu mesurer quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France qu'on soutient. Et ça crée une valeur environnementale, c'est 45% d'émissions de CO2 en moins
que le matelas traditionnel fabriqué à l'autre bout de la planète en mousse classique. Christophe Debien, quand on voit la Camif, qui aujourd'hui est presque une entreprise remarquable quand on lit leur CV et quand on regarde sur leur site internet, en revanche, c'était 2017, donc c'était plutôt très précurseur. Il faut en fait repenser intégralement l'entreprise à ce moment-là, si on veut rentrer dans l'économie circulaire. Oui, en effet. Alors la Camif est un exemple parfait d'une entreprise qui a réussi son passage à l'économie circulaire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut revoir son modèle économique, il faut revoir son business model. Si vous repartez sur des bases du tout jetable, c'est-à-dire du linéaire, vous n'arriverez pas facilement à arriver sur quelque chose de vertueux. Et il faut arriver à faire ce cercle vertueux, donc l'économie circulaire. Et les entreprises doivent effectivement mettre un petit peu de côté certaines choses, mais pour gagner derrière. C'est-à-dire que, comme l'explique Emery Jacquia, c'est vrai que quelques années plus tard, il se rend compte que finalement, enfin, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais on se rend compte que la Camif est un modèle qui a fonctionné, qui s'est lancé dans l'économie circulaire à fond, et ça a fonctionné. Donc, ça peut fonctionner pour nombreuses entreprises et nombreuses activités. François Drugy, on parlait de l'Ardèche et des Deux-Sèvres avec la Camif. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Alsace, de la Marne. La France, c'est en pointe en termes d'économie circulaire ou on est un peu à la traîne ? Je ne sais pas si on peut dire qu'on est en pointe, mais on est un des pays les plus exigeants en Europe sur le traitement et l'élimination des déchets. Donc en ayant ce niveau d'exigence élevé, ça donne un coût à l'élimination des déchets, qui du coup donne une valeur aussi aux déchets, qui peuvent à ce moment-là repartir dans des circuits de réutilisation. D'abord, il ne faut jamais oublier, les objets ils peuvent souvent être réutilisés, et puis sinon être recyclés la matière. Puis je veux saluer la Camif à double titre, d'abord parce que moi ça a baigné mon enfance, que je suis petit-fils d'instituteur et fils de prof, donc impossible de ne pas être meublé par la Camif dans ces cas-là, mais aussi plus sérieusement parce que la Camif, il ne faut pas l'oublier, c'est une entreprise qui a failli mourir. Oui, c'est vrai. Qui a failli faire faillite, qui a failli pour un certain nombre de choix, etc. Et ils se sont réinventés. Et c'était quand même très courageux de se réinventer de cette façon-là et d'avoir trouvé un public, donc des clients, parce qu'il faut parler économie, des consommateurs. Il se trouve que je continue donc à recevoir le catalogue et vraiment il y a des très beaux produits à des prix qui sont compétitifs. Évidemment, c'est pas le prix le plus bas. Faut pas mentir aussi aux gens. Si on veut le prix toujours le plus bas, on va avoir des produits qui sont moins qualitatifs. Voilà. Mais là, on a une transparence totale sur l'origine des produits, sur la capacité à les réutiliser, à les recycler. Et ça, c'est très important. La transparence pour le consommateur, origine et ensuite capacité à recycler. Là aussi, sans mentir, parce que parfois on voit produits recyclables. Oui, mais si les produits recyclables mais non recyclés parce qu'en fait il n'y a pas de filière organisée, ça sert à rien. La loi AGEC, pour y revenir juste un court instant, elle a créé, le patron de la Camif en parlait à l'instant, justement cette obligation d'avoir des filières produit par produit. Par exemple, les jouets pour enfants, pendant longtemps, aucune obligation de filière de recyclage. Aujourd'hui, c'est rentré dans la loi et c'est quelque chose. Les outils de jardin, les outils de bricolage, pareil. Alors qu'on a là-dessus des métaux, on a des plastiques, mais on a aussi des batteries, par exemple, en lithium. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui font du recyclage de batteries. Il faut le dire aussi aux auditeurs, parce que sur les batteries, on pense souvent que c'est non recyclable. Si, dès aujourd'hui, on est capable de recycler les batteries et c'est extrêmement important. D'autant plus que c'est des produits, la plupart du temps, importés de Chine, il faut bien le dire. Et du coup, si on réutilise les déchets en France, c'est une richesse que l'on crée en France. Absolument. Cette fois-ci avec la réutilisation des matières premières que ça produit. Emery Jacquia, c'est forcément l'économie circulaire, c'est une alternative finalement à la surconsommation. Absolument. De toute façon, celui qui croit qu'on va pouvoir faire de la croissance infinie dans un monde fini, et c'est Kenneth Boulding qui le dit, est soit un fou, soit un économiste. Donc, absolument. On peut cumuler les deux. On a un peu marché sur la tête, et il faut revenir à un modèle qui est plus raisonnable. Donc, c'est une consommation plus responsable. La clé, c'est effectivement la transparence, c'est très important. Puis aussi l'expérimentation. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter de nouveaux modèles. On est en train d'expérimenter la location de chambres enfants, parce qu'on se dit, là, typiquement, on a un bon cas d'usage. Nous, on fabrique des meubles pour chambres enfants et chambres bébés qui sont conçus pour durer 40, 50 ans. Oui. Mais au bout de 50 ans, bébé a envie de sortir de son lit à barreaux. Même avant. C'est pour les petits enfants. Il vaut mieux un petit peu avant. Ou alors ça sent la punition. Il y en a qui aiment. Alors, pour les jeunes familles, on a mis au point une offre de location à partir de 29 € par mois. On peut louer entièrement sa chambre bébé. Et puis notre enjeu, c'est d'arriver à faire vivre 4, 5 cycles de vie à
ces produits-là, donc allonger la durée de vie des produits. Puis je tiens à saluer également les efforts qui ont été faits au sein de la filière ameublement. On est actionnaire également d'Éco-Maison. Depuis que l'éco-organisme existe, on est passé de 2/3 des meubles qui étaient enfouis il y a 10 ans à aujourd'hui 96% qui sont recyclés ou réemployés. Donc c'est considérable l'effort qui a été fait. Et puis cette start-up NTC, avec laquelle, vous travaillez aussi en partenariat sur les déchets, et aujourd'hui c'est important aussi d'aller chercher des startups aujourd'hui qui innovent. Exactement, ça se passe également avec la collaboration avec des startups. Il y en a pas mal ici, SmartBack, Ipli, par exemple, l'emballage réutilisable 100 fois. C'est quelque chose qu'on peut quand on achète du linge de maison en lin fabriqué en France, tissé en France sur Cadmiche.fr. On peut utiliser également un emballage qui va être réenvoyé et réutilisé 100 fois. C'est du bon sens, en fait. Tout simplement, il faut en revenir à ça. Et puis, je dirais que on a tous un rôle à jouer. Les consommateurs, les entreprises, il faut jouer sur l'offre et la demande, mais aussi l'État. Et j'ai eu la chance de remettre un rapport l'année dernière à Christophe Béchu, le nouveau ministre de l'écologie, sur la TVA circulaire, parce que je pense aussi qu'on peut activer le levier fiscal pour accélérer la transformation vers une économie plus circulaire. Et il vous a répondu ? Oui, il était plutôt intéressé sur la réparation, parce que c'est juste aberrant de penser que on répare pas un produit parce que ça coûte plus cher que d'acheter un produit neuf qui vient de l'autre bout de la planète. Je suis sûr qu'il écoute Sud Radio. Merci beaucoup, Emery Jacquilla, d'avoir été avec nous, président de Camif et cofondateur de cette communauté des entreprises à mission. Dans un instant, la suite de nos invités, pléthore d'invités aujourd'hui. Benoît Planck sera avec nous, président honoraire de la FAIA. Vous me direz si c'est bien le représentant pour la France des fournisseurs de matières fertilisantes, mais pas que. On en parle dans un instant. Acteur majeur aujourd'hui de cette économie, j'allais dire musculaire, mais pas du tout. C'est une émission protéinée. C'est à force de rire hors antenne, ça fait fonctionner les zygomatiques, et c'est pour ça, l'économie circulaire. Dans l'agriculture, par exemple, on va en parler. Donc Christophe Robien est avec nous, executive chairman au CCE, et puis François Drogis, que vous connaissez bien entendu, dans toutes ses fonctions aujourd'hui. Et nous accueillons Benoît Planck qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes Chief Compliance Office, Hello Nature et président honoraire de la FAIA. Aujourd'hui, vous êtes représentant de ces fournisseurs de matières fertilisantes, des intrants innovants et des cultures végétales durables. La question de base est de dire effectivement cette agriculture circulaire, elle veut dire quoi exactement ? On n'a pas attendu la loi de l'économie circulaire pour faire de l'économie circulaire dans le monde agricole. Depuis très longtemps, on revalorise des sous-produits. En Bretagne, c'était le goémon qui était collecté sur les plages, qui était mis sur les parcelles agricoles. Les éleveurs ont du fumier et qu'est-ce qu'ils en font ? Ils l'épandent. Les viticulteurs ont également des sous-produits qui valorisent. Donc on est dans une gestion de l'économie circulaire depuis des millénaires dans le monde agricole. Donc il n'y a rien de nouveau pour nous, si ce n'est que la loi, la Commission européenne, avec son paquet économie circulaire, a mis en avant les bonnes pratiques des paysans agricoles. Je veux dire, je suis petit-fils de viticulteur. Mes grands-parents étaient déjà dans une démarche de protection. Je suis venu en avion, désolé. La prochaine fois, à Revel, je vous accueille sans problème. Avec grand plaisir. Quels sont les freins aujourd'hui encore à lever ? Les freins aujourd'hui à lever, donc on parle d'économie circulaire autour du recyclage. C'est un pilier de l'économie circulaire, mais il n'y a pas que ce pilier-là sur lequel on agit. Il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Grâce à l'économie circulaire et le monde agricole, on maintient de l'activité dans les milieux ruraux. J'ai des exemples dans le nord de la France où on a mis en place des nouvelles usines, des start-up sur la production d'élevage d'insectes, donc les élevages d'insectes pour l'alimentation du bétail. Grâce à une synergie entre entreprises, elles ont pu collecter des sous-produits agroalimentaires pour servir de base pour l'alimentation du bétail. Il y a de la chaleur aussi fatale qui sert à élever les mouches. Et nous, en tant qu'industriels derrière, on récupère le frasse d'insectes pour en faire un engrais. C'est quelque chose de nouveau. Oui, vous faites des engrais, vous faites des intrants, vous faites du paillage, vous faites plein de choses en fait. Alors, la FAIA, c'est le syndicat français majoritaire aujourd'hui qui représente les produits organiques issus de l'économie circulaire. Donc ça va aussi bien des supports de culture, des amendements, des engrais organiques, mais également des biostimulants. Les biostimulants, ce sont aujourd'hui des produits, nouveaux intrants agricoles qui vont nous permettre de nous adapter au changement climatique.
en termes de résistance au changement climatique, les problématiques de température, les problématiques hydriques, mais également de permettre de réduire la consommation d'engrais minéraux, qui sont des matières fossiles et qui sont épuisables. Grâce à l'efficacité des biostimulants, on a une meilleure valorisation des nutriments. Christophe Debiens veut réagir. Oui, Benoît parlait de l'écologie industrielle et territoriale. Effectivement, c'est un atout pour l'économie circulaire. C'est un atout dans le sens où c'est une mutualisation des forces de chaque entreprise qui se trouve sur un territoire. Et en fait, cette mutualisation va apporter une optimisation des ressources. Donc, c'est dans ce sens-là que tu travailles, Benoît, dans le cadre de tes activités. Et puis moi, je reviens un peu sur la définition finalement de l'économie circulaire. Finalement, en écoutant Benoît, je me rends compte que l'économie circulaire, c'est le bon sens paysan, tout simplement. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est le bon sens paysan. Est-ce que c'est difficile, justement, de mettre tous ces acteurs en lien les uns avec les autres? Parce que pour que l'écosystème fonctionne, il faut qu'on puisse se parler. Est-ce qu'on parle tous la même langue sur ce sujet? Il y a différents niveaux au niveau de l'économie circulaire. Il y a marqué parlons vrai sur nos murs. Oui. Je vous le dis tout de suite. Donc pour être clair, au niveau local, on arrive à avoir des ententes, des discussions. Dans le cadre de la société Hello Nature pour laquelle je travaille, on est aujourd'hui le leader européen de la valorisation du fumier de volaille. Donc on est implanté... On en fait quoi, tiens, du fumier de volaille, par exemple? De l'engrais. Tout simplement, et qui sert à produire de la vigne, des céréales, de l'arboriculture, du maraîchage, d'une voie plus vertueuse. Donc ça permet de limiter l'importation ou la production de matières minérales qui sont liées avec des produits qui viennent de pays aujourd'hui où il y a des conflits. Et donc ça les engrais viennent de Russie et d'Ukraine, entre autres, les engrais azotés. Principalement, le phosphore vient du Maghreb avec des problématiques qui sont les phosphates. Oui. Oui, vous avez dit phosphore, c'est pour ça. Phosphore. En engrais, on parle de phosphore, oui. Mais c'est du phosphate qu'on utilise. Absolument. Tout à fait, avec des problématiques sanitaires. Je veux dire, aujourd'hui, l'économie circulaire est un pilier pour faire un changement des pratiques agricoles. Et nous, en tant que groupe Hello Nature, par exemple, on a via le Covid aussi, revu notre modèle. Même si ça fait 50 ans qu'on est dans l'économie circulaire, on se rapproche aujourd'hui de nos zones de production. Au lieu de produire une grosse usine en Italie qui fait que du fumier de volaille et qui envoie dans 80 pays dans le monde, aujourd'hui, on a implanté une usine aux USA. On est allé chercher du gisement aux USA pour alimenter les États-Unis et de manière générale les Amériques. François de Rugy, vous n'avez pas été ministre de l'Agriculture, mais au moins de l'écologie, ce qui est déjà pas mal. Pour faire fonctionner tous ces acteurs, on voit qu'en local, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est la démultiplication et l'élargissement à tout le territoire. Et là, c'est plus compliqué. C'est surtout qu'il faut, quand même trouver un équilibre économique. C'est-à-dire qu'il faut que les solutions développées par des gens très ingénieux, en fait, c'est à la fois le bon sens paysan d'autrefois, avec de la haute technologie, avec de la recherche, avec du développement, avec des labos qui mettent au point des nouveaux process et qui ensuite vont créer des nouveaux produits et qui vont permettre de recycler des déchets qui sinon ne seraient pas valorisés. Mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre économique. Ça, c'est évidemment le sujet qui est parfois délicat. Et puis par ailleurs, il faut qu'il y ait un cadre législatif et réglementaire qui soit adapté. Or, malheureusement, souvent, nos lois et nos règlements, elles ont été faites à une période où on n'avait pas cette ambition-là, où on n'avait pas ces idées-là, où on n'avait pas aussi ces nouveaux produits, ces nouveaux process. Donc, parfois, ça vient paradoxalement contraindre quelque chose que pourtant tout le monde veut promouvoir, puisqu'on avait fait une loi sur l'économie circulaire. C'est bien le signe que tout le monde va aller dans ce sens-là. Mais la législation, et je crois que monsieur pourrait donner des exemples, malheureusement, où la législation d'aujourd'hui peut se retrouver à restreindre l'utilisation de nouveaux procédés, notamment pour l'agriculture. Par exemple, aujourd'hui, on a 93 textes français qui nous encadrent la mise en marché des matières fertilisantes. 93. On est en train de rajouter 7 de plus avec le socle commun qui est issu de la feuille de l'économie circulaire. Clairement, je vais vous en pondre 2-3. Aujourd'hui, l'Europe a développé un règlement pour la mise en marché des matières fertilisantes qui était issu du paquet économie circulaire. Donc on voulait promouvoir au niveau européen le retour au sol de matières organiques. Aujourd'hui, le texte est en vigueur depuis 2021. On ne peut pas encore mettre les effluents de ferme en tant qu'engrais CE sur le marché européen. On peut mettre les matières minérales issues de la synthèse chimique, mais les produits organiques, on ne peut pas. Dernière question pour une réponse courte. Il n'y a pas de label économie circulaire, mais par exemple, faire de l'économie circulaire, est-ce que ça peut aider à obtenir le label bio pour un agriculteur ?
Alors non, c'est complètement différent, mais il n'y a pas de label. Dingue, d'ailleurs, il n'y a pas de label bio de l'économie circulaire aujourd'hui, mais il y a une norme quand même française qui a été développée par l'AFNOR, qu'on a promue au niveau mondial, l'ISO, voilà, et qui est pour aider les entreprises à mettre en place des modèles issus de l'économie circulaire. Aujourd'hui, la bio, c'est une méthode de production qui s'inspire de certains principes de l'économie circulaire, mais pas dans la globalité. Mais aujourd'hui, il faut plus voir l'approche agricole comme une remise en cause de nos pratiques vers un modèle plus durable, plus respectueux, et en n'omettant pas de pouvoir valoriser les bonnes pratiques. Aujourd'hui, des agriculteurs s'engagent avec des fertilisants issus de l'économie circulaire, mais l'agrodistribution ne valorise pas ces investissements agricoles, puisque ça va rester mélangé avec les autres productions agricoles, et donc l'agriculteur se dit pourquoi je fais un effort pour la planète alors que derrière ça va être mélangé avec mon voisin qui est un peu moins vertueux que moi. Merci beaucoup Benoît Planck, vous restez avec nous. Je vous incite à aller voir sur Hello Nature et sur cette AFAIA, bien entendu. Dans un instant, le secteur immobilier, parce que le secteur immobilier aussi s'engage pour un bâti et plus écologique. On sera avec Adrien Serung de Meius. Dans un instant, on fait une petite pause. On revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on va maintenant parler de l'immobilier, le secteur qui encourage la conception de bâtiments durables et économes en énergie, même parfois à énergie positive, l'utilisation de matériaux recyclés ou recyclables, ainsi que la rénovation et la réutilisation des structures existantes pour des environnements bâtis plus écologiques. Nous sommes en compagnie d'Adrien Serung de Meius, attention à l'accent, Chief Sustainability Officer et référent ESG du groupe Aldéran. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Alors tout d'abord, c'est quoi le travail d'un référent ESG ? Je rappelle, ça veut dire environnementaux, sociaux et gouvernance. En effet, alors environnement, social et gouvernance, en fait, c'est réfléchir à une stratégie climat sur le groupe. C'est également justement regarder ces indicateurs d'un point de vue financier, extra-financier on va dire, et puis d'un point de vue aussi immobilier. Et d'un point de vue immobilier, en fait, c'est sur l'environnement, ça va être la gestion des déchets, l'économie circulaire, la biodiversité, l'énergie, le carbone. Sur tout ce qui est social, justement, c'est peut-être aussi la parité, l'inclusion, les droits de l'homme, la santé des occupants. Et gouvernance, ça va être aussi justement la lutte anti-blanchiment, la lutte anti-corruption, et puis aussi ça peut être aussi donc la gestion de la chaîne d'approvisionnement qui soit bien environnementaux. Voilà. Alors, aujourd'hui, le parc immobilier est en transformation. On voit que c'est entre le neuf et l'ancien. Comment recycler aujourd'hui l'ancien ? Est-ce que ça, c'est un travail sur lequel vous travaillez ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui être en énergie négative sur du bâti ancien ? Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible d'être énergie négatif avec des bâtiments basse consommation. En revanche, est-ce que c'est réalisable à grande échelle ? Est-ce que c'est massifiable ? Là, c'est une autre réflexion à avoir. En revanche, voilà, la société Aldéran est une société de gestion de portefeuille immobilier qui a deux fonds immobiliers, Activimo et Ecomet, et nous avons des actifs sur la logistique, et sur la logistique, faire du bâtiment BBC, ça devient compliqué. Bâtiment basse consommation. L'économie circulaire, ça s'intègre dans quelle partie du bâtiment ? Alors l'économie circulaire, finalement, c'est partout. C'est en fait l'efficacité énergétique du bâtiment. C'est les LED, mettre en place des LED. Ça, c'est des actions courtes, quick win, on appelle ça, et rapides à mettre en œuvre. C'est la gestion thermique du bâtiment pour pouvoir justement optimiser les consommations énergétiques des bâtiments. Et puis après, c'est l'isolation du bâti. C'est peut-être aussi le changement de système de chauffage par des systèmes performants, passer du fuel et des énergies fossiles, du gaz à la pompe à chaleur performante. Et puis aussi isoler l'espace. Mais aujourd'hui, en fait, on regarde le bâti d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que c'est une unité de stockage d'énergie, le bâti, et donc on va essayer de l'isoler, isoler thermiquement, et puis ensuite on va mettre en place en fait toutes ces choses-là, mais on va aussi regarder par exemple la résilience du bâti par rapport à l'adaptation du changement climatique, parce que le climat change, on a la sécheresse, les retrés-gonflements des argiles, les inondations, et donc ça, nous, on essaye justement de faire un état des lieux et donc savoir où on en est aujourd'hui de nos bâtiments qui sont partout en France et même au-delà en Europe. Donc
ça, voilà, on essaye après de mettre en place des actions. Par exemple, en Bretagne. Dans le micro. Par exemple, en Bretagne, en fait, si on est proche de l'océan, on va dire bon, ben voilà, il y a peut-être un risque d'inondation, donc peut-être que finalement les baies vitrées, il faudra mettre des fenêtres. Ah oui. Voilà. Le bâtiment, c'est un gros consommateur d'énergie, notamment le béton. Je crois que c'est 5% de la consommation d'énergie mondiale. François de Rugy, vous voulez réagir? Oui, il y a deux sujets majeurs sur le bâtiment. D'abord, en effet, quand on construit un bâtiment, aujourd'hui, on émet énormément de CO2, puisqu'en fait, c'est du béton, du verre, de l'acier. Or, c'est les trois plus gros émetteurs de CO2 dans l'industrie. Ensuite, il y a la consommation du bâtiment. Souvent, on s'est intéressé pendant longtemps que à la consommation. Après, il y a des alternatives au béton, mais je ne sais pas si aujourd'hui... Et je peux donner quelques exemples. Mais on parlait beaucoup de la consommation, le chauffage, l'éclairage dans un bâtiment. Aujourd'hui, on a intégré dans les nouvelles normes environnementales du bâtiment en France, c'était la RE 2020, mais qui en fait est sortie non pas en 2020, mais en 2023, et qui intègre tout le cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire depuis la construction jusqu'à potentiellement la déconstruction, parce qu'après tout, par exemple, les fenêtres, vous allez changer les fenêtres. Oui. Aujourd'hui, si vous avez des fenêtres en PVC, attention, c'est pas facile à recycler. Mais ça y est, on me disait encore ce matin dans l'entreprise qui recycle les plastiques qu'on est capable de recycler certains PVC, certaines fenêtres en PVC pour en refaire des nouvelles. On a un ciment, on parlait du ciment. Le ciment, c'est très très émetteur de CO2 dans sa fabrication actuelle. En Vendée, il y a une entreprise, on peut citer son nom, Hoffman Ciment, qui a créé un process qui réutilise des déchets de la sidérurgie, qui y aurait penser comme ça, des déchets de la sidérurgie qui sont intégrés et qui du coup baissent considérablement l'impact carbone. Autre exemple, très concret, très intéressant, vous pouvez retrouver des vidéos sur internet si vous cherchez un peu, Néolith à Angers, à côté d'Angers dans l'Anjou, qui a eu l'idée de réutiliser des déchets de tout type, non recyclables, pour en faire, grâce à un process industriel, des composants pour les matériaux de construction. Et là, c'est non seulement on baisse les émissions de CO2, mais même on va en fait séquestrer du carbone au lieu de le rejeter dans l'atmosphère. Christophe Debiens, gros sujet, l'immobilier. L'immobilier est un gros sujet. Le bâtiment, là où c'est important d'aller, c'est dans l'éco-conception des bâtiments. L'éco-conception, c'est essentiel aujourd'hui pour l'économie circulaire, évidemment. Et puis, il faut penser à la démolition. François de Rugy en parlait. C'est vrai que la démolition d'un bâtiment est aussi quelque chose à laquelle il faut penser. Il faut vraiment penser. On va réutiliser des matériaux qui ont déjà été pris dans ce bâtiment-là pour pouvoir reconstruire autre chose. Donc ça, c'est de l'économie circulaire, de l'éco-conception. L'éco-conception, ça consiste en quoi au sein du groupe Alderan? En fait, l'éco-conception, c'est justement réfléchir à comment concevoir le bâtiment en amont, de manière, on va dire, réfléchie, holistique et sur une vision long terme. Et par exemple, c'est faire du préfabriqué. C'est peut-être aussi demain réfléchir à de l'imprimante 3D de bâtiments. Aujourd'hui, ça existe, donc on est capable de le faire. C'est aussi mettre en place justement tout le tri des déchets dans le bâtiment et essayer de consommer local, parce que c'est important de consommer local pour qu'il y ait moins de transport, moins d'émissions de CO2. Est-ce que l'intelligence artificielle va permettre de moins de gaspillage, par exemple sur l'utilisation à la construction de certains matériaux? Alors, l'intelligence artificielle nous permettra finalement de mesurer très précisément les choses, l'énergie, le carbone, et voilà, il y a quelqu'un qui dit finalement, if you cannot measure it, you cannot control it. En fait, c'est très important de mesurer pour pouvoir ensuite performer. Et en fait, nous, par Actif Immobilier, on a des grilles ESG et on a une approche best in progress et on essaye de s'améliorer de jour en jour. C'est une émission en anglais en fait. On n'avait pas prévenu les auditeurs, mais aujourd'hui c'est entièrement en anglais et c'est Philippe David qui a montré l'exemple. Ce à quoi on ne s'attendait pas, il faut bien le dire. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ça passe vite le temps. Mais on laisse pas béton sur l'économie circulaire. J'en peux plus. Venez me chercher, SOS Détresse Amitié. 0826 300 300, venez me chercher. Merci beaucoup. Merci Christophe Debiens, bien sûr, executive chairman au CCE, qui a monté cette émission en compagnie de François de Rugy, senior advisor à Volta, vice-président du groupe Vernier et ancien ministre de l'écologie. Entre autres, Emery Jacquia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il était là-bas. Président de l'Académie, cofondateur de la communauté des entreprises à mission. Benoît Planck aussi, Chief Compliance Office. Hello Nature et président honoraire de la FIA. Et puis merci beaucoup Adrien Seroul de Meus, Chief
Chief Sustainability Officer et référent ESG du groupe Aldéan. Wonderful, amazing. Merci. Été avec nous. Merci d'avoir monté cette émission, Christophe. Merci, on embrasse Cécile, notre équipe formidable et on vous retrouve demain pour les vrais voix à partir de 17h. À 20h2, l'essentiel de Sud Radio, à 20h le flash. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. À demain 17h. À demain, salut.